Quand je suis rentré dans la presse, et en 78, il y avait des journalistes accrédités dans l'enceinte du 36. Dans les coulisses du crime, par Michel Marie. La communication avec la police était, entre guillemets, relativement facile. À condition d'être un peu disponible, à condition de pas écrire trop de saloperies sur eux. Ils jouaient le jeu. Et ils recevaient très volontiers les journalistes. Certains journalistes, enfin, ils faisaient une sélection. Ils avaient leurs critères. C'était un peu arbitraire, mais ils n'étaient pas obligés de nous recevoir. Ils le faisaient parce qu'ils avaient envie qu'on fasse un peu de pub sur eux. À l'époque, on pouvait les citer. On pouvait dire le commissaire Untel. On disait le commissaire Broussard, le commissaire Féval, le commissaire je sais pas quoi. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. À l'époque, contacter un policier dans les années 80, c'était pas très compliqué. Une recommandation, quelquefois, moi j'ai appelé pour un confrère en me disant tiens, tu devrais le recevoir, lui est sympa, il travaille au Parisien, c'est pas un mec à salade, si tu lui dis de pas dire un truc, parce que c'est un peu ça leur problème, c'est quelquefois dans la conversation, pour qu'on comprenne l'histoire, ils sont obligés d'en dire plus, tout en te disant mais ça faut pas l'écrire. Et évidemment, ils sont très attentifs à ça, parce que si dans l'intimité de la conversation avec le flic, il dit ça, faut pas l'écrire, et que la semaine suivante, il lit que ce qu'il fallait pas écrire est dans le journal, là, c'est terminé, mais c'est pas terminé uniquement dans ce service-là. C'est terminé pour toute la région parisienne. Parce qu'ils sont potes de promo, ils se connaissent. Le mec qui est à la PJ du 93, il est pote avec celui de la PJ du 92, qui est pote avec celui du 94, voire du 95. Donc là, on se grille sur 4 départements sur une phrase. Donc, faut être extrêmement vigilant à ce qu'on écrit et surtout pas trahir sa parole. Donc ça, c'était un peu la condition sine qua non. Après, fallait être sympa, fallait boire un coup, fallait bouffer avec eux, fallait jouer le jeu. Bon, ils font des pots interminables, ils tisanaient à l'époque au Ricard ou à je sais pas quoi, et ça pouvait durer jusqu'à 2, 3, 4 du mat. Le service était un peu fatigué, mais ça faisait partie du jeu. Il y avait un libre-échange entre les policiers. Moi, je me rappelle d'une histoire. Le journal m'envoie sur un fait divers, ça se passait à Bobigny. Du coup, j'appelle mes potes de Bobigny, et ils me disent, écoute, le mec est en garde à vue, mais on le défère à 15h. Je dis, ouais, mais il est midi, tu le veux en photo? Je dis, oui, ça m'arrangerait. Écoute, soit à 14h30, devant la porte de sortie du service, tu te mets pas face à nous, mais tu te mets un peu sur le côté. On va faire un moment d'arrêt sur la marche du haut qui te permettra d'avoir une bonne photo. Donc c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Du coup, j'étais à 2h30, j'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, et puis j'ai vu mes copains, entre guillemets, sortir avec un mec menotté. Et j'ai fait ma photo comme ça, et ensuite ils m'ont raconté l'histoire. Voilà comment ça se passait à cette époque. Quand je suis rentré dans la presse, et en 78, il y avait des journalistes accrédités à la préfecture de police, et il y avait un bureau de journalistes dans l'enceinte du 36. On dit ça aujourd'hui, on a l'impression qu'on marche sur la tête, mais en fait, non, ces mecs, il y en a un qui représentait l'AFP et l'autre le Figaro, je crois. Bon, tout ça a disparu, évidemment, mais ils étaient au courant de tout. Ils voyaient tout passer. En fait, c'était extrêmement transparent. Et il n'y avait pas de problème, parce qu'ils étaient quasiment plus flics que les flics. Quand on allait les voir, eux, ils disaient « Ah non, ça on peut pas l'écrire, ça on peut pas le dire ». Enfin, ils étaient presque plus chiants que les flics. Et le 36, avant qu'il ne déménage, ou jusqu'à son déménagement, qui remonte à quelques années malheureusement maintenant, c'était un endroit où, moi je sais pas, j'avais pris mes habitudes, j'allais le matin, et quand j'habitais Paris avec mon scooter, j'allais prendre mon petit déjeuner place Dauphine, donc la place triangulaire, celle où habitaient Yves Montand, Simone Signoret, etc. Il y a quelques petits bars. Donc je prenais mon petit déjeuner là, vers 8h, et là je croisais tous les avocats qui n'allaient plus à la buvette, parce que la buvette du Palais avait été fermée en cours de route. Donc ils venaient prendre leur café à cet endroit, donc j'étais au courant de tous les potins par les 7-8 gros pénalistes de l'époque. Donc il me dit, faut pas rater telle audience, tiens, j'ai été saisi dans tel dossier, j'ai été désigné dans tel dossier, etc. En 10 minutes, un quart d'heure, en fait, je faisais le plein d'infos à venir, c'était pas un truc immédiat, mais c'était pour un planning. Et ensuite, j'allais au 36. Et puis là, à l'époque, le 36, il y avait tout. C'est-à-dire qu'il y avait la brigade criminelle, la brigade des stupes, la BRI, la BRB était de l'autre côté. Mais enfin, il y avait quand même au moins 3 services de police importants, de police judiciaire. Et moi, il m'est arrivé d'y passer la journée. J'allais de bureau en bureau, j'allais discuter.
me tenir un peu au courant. Tout ça avec la bénédiction à l'époque de leur direction. En fait, je faisais pas ça en cachette. De temps en temps, il y en a un qui me regardait de travers en disant « Bon, tu nous emmerdes, si t'écris une ligne là-dessus, on te casse les dents ». Je l'ai pas fait, et j'ai vécu comme ça pendant des années. Quand j'étais pas en province sur un procès, en réalité, j'allais me balader au 36, je faisais un déjeuner, j'allais boire un coup. Enfin, tout ça tourne autour des festivités. De toute façon, le lien, le contact, c'est un peu comme les commerciaux dans les entreprises. Voilà, ça se joue comme ça, et c'est un moment de confidence, la fin du repas. C'est comme ça qu'on apprend quelquefois des histoires incroyables, et alors qu'on s'y attend pas. On n'est pas venu pour ça, on est venu pour papoter, voir un copain. Donc j'avais une bonne source à peu près dans chaque service, en région parisienne en tout cas. Aujourd'hui, un jeune journaliste qui sort de l'école de Bordeaux ou de Lille ou d'ailleurs, je lui souhaite bien du courage pour rentrer en contact avec un flic, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Il n'y a pas un policier qui va accepter de rencontrer un journaliste qu'il ne connaît pas. Et comme il peut pas le rencontrer autrement, donc c'est vraiment... il y a eu un changement absolument radical entre les années 80 que j'évoquais tout à l'heure et aujourd'hui, en 2024. Donc la communication passe maintenant par les parquets, par les chargés de com. En gros, tout le monde a à peu près la même info. Alors il y a des petits malins, évidemment, qui ont encore quelques combines, quelques sources. Et les meilleurs communicants aujourd'hui sont les avocats. Parce que dès qu'ils ont accès au dossier, en fonction de leur intérêt, eux, ils sont pas fonctionnaires. Il y a le barreau qui peut les sanctionner, mais enfin, c'est quand même extrêmement rare. Donc, au gré de leurs intérêts, ils communiquent. Alors, il suffit qu'il y ait une défense et une partie civile. De toute façon, on est sûr d'en avoir un des deux, quoi. S'il y en a un qui a pas intérêt, l'autre a forcément intérêt. Donc, mais voilà, les choses ont changé. Je sais pas si c'est mieux. Forcément, à partir du moment où la relation n'est plus personnalisée entre le journaliste et la source directe, et qu'on passe par un communicant, que ce soit le parquet qui est resté à son bureau, qui exceptionnellement se rend sur les lieux, mais le parquet, faut pas oublier qu'on lui rend compte, enfin la police lui rend compte au fur et à mesure des investigations, mais d'abord ils lui disent pas tout, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et visuellement, il a rien, le procureur. Il a un fonctionnaire de police au téléphone qui lui dit « Je vous avise que nous avons interpellé monsieur machin ». Il aura ensuite le rapport, évidemment. Donc, forcément, quand ce parquetier va faire son communiqué, il sera inspiré du dossier. Il y en a qui sont plus ou moins doués pour ça. Il y en a qui ont plus ou moins envie de le faire. Moi, je me souviens de procureurs qui commencent leur conférence de presse en disant « Bon, voilà, j'ai préparé un petit résumé, je vous préviens, je ne répondrai à aucune question. » Bon, ça commence bien. On sent que ça va être quelque chose de convivial et qu'on va bien s'amuser. Puis on a, je pense récemment à cette conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan sur Kenji Girac, qui nous raconte pendant 1h30 toute l'histoire dans les moindres détails. C'est génial. Ce mec est un génie, ce proc est un génie. Enfin, pour un journaliste, en tout cas, c'est un génie. Et il sait faire monter les bretelles ensuite, mais ça, c'est un autre problème. Mais pendant 1h30, si on écoute cette conférence de presse, on prend des notes, le papier est fait. C'était Dans les coulisses du crime par Michel Marie. Abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun épisode.